Alain Finkielkraut, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'identité malheureuse, c'est le titre de votre dernier livre qui est paru, je crois, en octobre chez Stock. Bien. Alain Finkielkraut, on va essayer de regarder les derniers faits d'actualité à travers le prisme sociétal. J'aime pas ce mot d'ailleurs. Vous l'aimez? Non, vous êtes comme moi. Qu'est-ce que vous diriez d'ailleurs? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de réforme sociétale, il s'agit de savoir ce que doit être notre civilisation. Devons-nous préserver notre civilisation, nous efforcer de la transmettre, ou sommes-nous engagés dans un changement de civilisation? C'est cela qui est en jeu dans toutes les discussions actuelles, d'où d'ailleurs l'inquiétude de certains. Bien. Alors on va parler de cette inquiétude, et notamment de ce qui se passe autour de l'école. D'abord, je parlerai de la rumeur après, Alain Finkielkraut. D'abord, question très directe, est-ce que le gouvernement doit retirer cette expérimentation? Je pense personnellement qu'elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Écoutez, le genre, il y a 2 ans, 3 ans, personne, mis à part quelques universitaires, ne savait ce que c'était. Et aujourd'hui, on veut introduire le genre à l'école dès la maternelle. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi cette urgence? Et que dit le genre? Eh bien, c'est que, certes, il y a des garçons et des filles, mais toute représentation de la différence des sexes relève du préjugé. Le masculin et le féminin, l'idée que nous nous en faisons, est une construction sociale et historique qui ne doit pas en tant que telle être respectée, mais abattue. On dit partout déconstruire les stéréotypes. Autrement dit, en finir avec l'idée de la différence des sexes pour permettre aux individus d'accéder à une égalité pleine et entière. C'est une métaphysique qui consiste à, métaphysique, c'est-à-dire une vision du monde dans son ensemble, qui dit ceci: rien dans le phénomène humain n'est naturel, tout relève de l'histoire. Mais le problème, c'est que la littérature ne pense pas ça, la peinture ne pense pas ça, les parents ne pensent pas ça. La littérature. Rousseau nous parle du féminin et du masculin, Henry James. Donc ça voudra dire à terme que d'abord on va supprimer les contes pour enfants, avec de l'école, avec si vous voulez ces princes valeureux et ces princesses en pamoison, et puis on va amener les enfants à ricaner de ce passé ridicule, de ce passé plein de préjugés et de stéréotypes. Non pas donc admirer le passé, mais le regarder avec suffisance. Et il ne revient pas à l'école de changer les mentalités, il lui revient d'introduire les enfants dans un monde plus vieux qu'eux. Et je crois que avec le genre, eh bien, l'école change en quelque sorte de définition. Donc ça ne sert à rien. Non. C'est inutile. Est-ce que vous comprenez les parents qui n'envoient pas, qui observent cette journée de retrait, qui n'envoient pas leurs enfants à l'école? Non. Bien sûr que non, d'autant que ils sont, semble-t-il, victimes d'une rumeur, d'une manipulation. Et c'est intéressant parce que la rumeur, on pensait autrefois que c'était un archaïsme, que du temps d'avant l'information. Et voici qu'un nouveau moyen d'information et de communication Internet propage la rumeur à la vitesse de l'éclair. Ça devrait modérer l'enthousiasme des dévots de la modernité numérique. Donc, certainement pas retirer les enfants de l'école, non, pas du tout, mais si vous voulez, à l'école, si on veut donner aux garçons et aux filles les meilleures armes, il faut leur transmettre l'essentiel, et notamment la langue. Une langue qui se perd, qui se dégrade aujourd'hui, une syntaxe qui se fondre, un vocabulaire qui se rabougrit. C'est cela la réalité de notre temps. Et quant à l'égalité, écoutez, franchement, l'égalité. Parlons de l'égalité. Parlons de l'égalité. Les grandes professions bourgeoises, autrefois, moi, qu'est-ce qu'on voulait être quand on était élève du secondaire? On rêvait d'être avocat, professeur ou médecin.
et peut-être aussi, disons, journalistes. Toutes ces professions se sont féminisées. Toutes. Donc, si vous voulez, l'égalité, elle est là. Elle est en marche. Elle est en marche. Oui. Nous ne sommes pas, la France n'est pas le pays des desperate housewives. Et quand je vois l'ABCD de l'égalité, on vous explique. Vous l'avez là, on l'a très sérieusement que c'est vraiment dommage que les petites filles ne jouent pas au rugby. Parce que franchement, ça c'est un terrible stéréotype, le rugby comme jeu de garçon. Alors on vous montre des images de femmes qui jouent au rugby dans la boue. Mais si vous voulez, si les hommes sont plus tentés par le rugby que les femmes, ça ne doit pas être. Cela dit, elles commencent à jouer au rugby. Oui, elles commencent à jouer, mais le jour où il y aura autant de femmes que d'hommes qui jouent au rugby, moi je le regretterai pour la féminité. Et je dois dire, si on doit s'inquiéter aussi, on doit s'inquiéter aujourd'hui, eh bien, que se passe-t-il dans les cités? Dans les cités, les femmes qui refusent de se voiler, elles doivent porter des pantalons baggy pour dissimuler leur féminité. Il s'agit d'occulter en elles tous les signes maléfiques de leur corps. Donc, il faut réhabiliter là, non pas une sorte d'indifférenciation, mais précisément le droit à la féminité. C'est ce droit-là qui est contesté aujourd'hui en France. Oui. Dans certains lieux, en tout cas. Alain Finkielkraut, il y a une phrase de Laurence Rossignol qui a été transformée, enfin on a ajouté quelques mots à cette phrase. Elle a simplement dit les enfants, Laurence Rossignol qui est une sénatrice socialiste, c'est cette phrase sur laquelle s'appuient tous ceux qui contestent ces recommandations de l'éducation nationale, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Alors, oui. Mais écoutez, c'est une phrase absolument effrayante. Pourquoi est-elle effrayante? C'est-à-dire que si vous voulez, c'est pour ça que je n'aime pas ce mot sociétal. Ce mot de sociétal dissimule une ambition beaucoup plus vaste et un peu délirante. Les enfants n'appartiennent à personne puisqu'il s'agit pour eux. Juridiquement, c'est correct. Juridiquement, c'est correct, mais elle est correcte juridiquement. Mais les enfants, il n'appartient pas à l'école d'arracher les enfants à leurs parents pour, si vous voulez, construire avec eux un homme, non pas un homme, un être humain nouveau. C'est de la démesure, c'est du délire et il faudrait rappeler à cette sénatrice une phrase extraordinaire de Jules Ferry. Pour parler de la laïcité, demandez-vous si un père de famille, un seul, présent à votre classe, pourrait refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Et cette phrase est d'autant plus intéressante que la gauche, dans cette espèce de volonté de rompre avec tout le passé de la culture et de la civilisation, a supprimé du code, a supprimé des textes de droit la mention bon père de famille. En bon père de famille, dit-on aujourd'hui, c'est beaucoup trop rétrograde. Donc vous voyez, nous risquons demain de ne rien comprendre au monde dont nous venons et de le regarder de haut avec une suffisance extrême. Alors justement, puisque vous parlez de bon père de famille, un mot sur l'un des articles du projet de loi sur la famille qui va être discuté bientôt, qui dit qu'il faut créer un statut du beau-parent. Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet? Rien. Alors on passe à autre chose. Mais je n'en sais rien. Bah, vous n'en savez rien, alors on passe à autre chose. Non, mais ça ne me gêne pas. Ça ne vous gêne pas? Non, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que, bien entendu, le droit aussi doit prendre acte des situations nouvelles. Donc ça ne vous gêne pas? Non, ça ne me gêne pas. Alain Finkielkraut, je suis moi-même beau-père. Je reviens sur la rumeur. Pourquoi, aujourd'hui, dans cette société française, sommes-nous si sensibles aux rumeurs? Ça, si vous voulez, c'est la malédiction d'Internet, qui est un immense. C'est vraiment une malédiction, Internet. Internet pour moi, pour vous, c'est une malédiction. Bien entendu, ça rend énormément de services, etc. Je le vois bien. Les chercheurs, les universitaires sont ravis. Ils sont pas obligés d'aller en bibliothèque. Les journalistes aussi peuvent constituer leur dossier beaucoup plus vite quand ils invitent des gens, etc. Mais je crois, moi, si vous voulez, que dans cet univers de la communication, tout peut être dit. C'est-à-dire, c'est quand même un monde sans foi ni loi. C'est ça. Il est interdit d'interdire. On le voit sur Internet et on constate
a contrario, que l'état de droit, c'est un état où il est permis d'interdire. Mais pour en revenir à la rumeur actuelle, eh bien, elle tient quand même à une certaine inquiétude face justement à cette aspiration de certains responsables politiques à remodeler l'humanité. Et cela, évidemment, crée une espèce de panique, et la panique favorise la rumeur. Donc il faut lutter contre la rumeur, mais il faut prendre acte de cette panique. Elle me paraît absolument légitime. Bien, Alain Finkielkraut, je sais déjà, en allant sur Twitter, vous parliez d'Internet ou sur Facebook, je sais déjà qu'on va évidemment parler de complot sioniste. On va dire, à propos de nous, à propos de vous, à propos de moi. Bon, on m'accuse sans cesse d'être, comment vous dire, de subir le complot sioniste. Ce complot sioniste, ça vient d'où et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est intéressant que vous disiez cela, parce que lorsque Dieudonné, Soral j'allais vous en parler, leur liste anti-sioniste pour les élections européennes, ils ont été rejoints par le président des Chiites de France, qui a eu cette phrase extraordinaire: derrière chaque divorce en France, il y a un sioniste. Donc, bon, le complot sioniste, c'est un véritable délire qui, si vous voulez, tient au fait, enfin, s'explique, ne se justifie en rien, mais s'explique sans doute par le fait qu'aujourd'hui, la souveraineté semble avoir été transférée des États au marché. Naguère, quand on avait un discours idéologique simpliste, le mal avait une adresse. On disait les États-Unis d'Amérique, l'Amérique de Nixon. Aujourd'hui, c'est la finance, une finance invisible. Et le juif, si vous voulez, est là, effectivement, pour incarner cette finance invisible, dans cette espèce de monde où on n'arrive pas à se repérer, dans ce monde où on cherche un maître, on cherche un responsable, le juif insaisissable, si vous voulez, la figure maléfique du juif tentaculaire reprend du service. Mais c'est vrai pour le musulman aussi, c'est vrai parfois pour le musulman aussi. Non, parce que peut-être que certains utilise le musulman pour un... Non, ça n'existe pas. Non, c'est-à-dire il y a... Non, je crois justement que l'antisémitisme est très spécifique. On ne parle que de complot juif. Ou antisémitisme. Non, alors ça c'est très intéressant. L'antisionisme, c'est-à-dire l'attitude qui consiste à critiquer la colonisation dans les territoires occupés, est tout à fait légitime. Il est même explicable. Vous condamnez cette colonisation? Moi, je suis favorable à la création de 2 États, donc je pense qu'il faut que la colonisation s'arrête, et je pense qu'il faudra démanteler un certain nombre d'implantations pour que l'État palestinien soit viable. Je l'ai dit, je le dis depuis 30 ans, et je continuerai à le dire. Mais, et je comprends même ceux qui disent, écoutez, le projet sioniste n'était pas viable, il faut un État binational. Je m'y oppose de toutes mes forces, mais ce n'est pas de l'antisémitisme. L'antisémitisme commence quand on voit les sionistes partout, quand justement le sionisme perd sa réalité géographique. Ce n'est plus Israël, ou Israël est en Amérique. L'antisémitisme commence quand on dénonce, avec Dieudonné, la domination sioniste en France, l'occupation sioniste en France. Là, nous sommes en plein antisémitisme, et le racisme anti-musulman existe, mais il est d'un autre ordre. On ne reproche pas ça aux musulmans. Est-ce que l'interdiction des spectacles de Dieudonné est une atteinte à la liberté d'expression? Écoutez, d'abord, arrêtez avec la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est une vache sacrée, c'est un fétiche. Écoutez, l'expression, la parole, il y a d'autres valeurs de la parole. Il y a la correction syntaxique, l'élégance stylistique, la pertinence intellectuelle, etc. Où le respect des vérités de fait. On parle exclusivement de liberté d'expression, et c'est ainsi que Internet devient un immense cloaque où les sphincters de la liberté, justement, ne cessent de déverser leurs productions innombrables. Donc, je pense qu'il était indispensable d'interdire les spectacles de Dieudonné,
puisque précisément, il ne respectait pas les décisions de justice. À chaque condamnation, qui était une interdiction, il répliquait par une provocation supplémentaire. Donc la justice était bafouée et l'état de droit, si vous voulez, grâce à la décision du Conseil d'État, eh bien, a retrouvé la main. C'est la justice qui l'emporte et il était très important que la justice ait le dernier mot. Il était très important aussi que le ministre de l'Intérieur prenne cette initiative parce que nul ne savait avant quelle était l'extraordinaire popularité de Dieudonné. Quelque chose est apparu en pleine lumière, qui est terrible. Ces millions de vues sur Internet d'ailleurs. Au-delà en dépassant le cas Dieudonné, qu'est-ce qui apparaît aujourd'hui? Eh ben voilà, ce qui apparaît, c'est que voilà. Cette grande France multiculturelle qu'on a voulu voir comme une alternative à la France d'avant. Eh bien, si elle existe, et quand elle existe, au-delà du communautarisme, c'est précisément cimenté par l'antisémitisme. Parce que ce qui apparaît, en effet, avec Dieudonné, c'est un antisémitisme black blamber. Je ne dis pas que toute la France black blamber est antisémite, bien entendu. Il y a des noirs, des blancs, des beurs qui sont horrifiés par l'antisémitisme, qui le disent. Mais une France multiethnique se constitue autour de Dieudonné à travers ce geste obscène de la quenelle. Geste antisystème peut-être, mais dans la mesure où le système c'est sionisme, geste antisémite. Oui, j'ai même vu des syndicalistes de la CGT d'Air France se faire prendre en photo en train de faire la quenelle. Hein. Non, c'est ça qui apparaît. Mais donc, sans savoir. Voilà, donc le savoir. Alain Finkielkraut. Vous dites hier, je crois que vous étiez invité par l'UMP. Non, il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Bon, petit déjeuner de l'UMP. Je crois d'ailleurs que Daniel Cohn-Bendit sera le prochain invité. Oui. Alors, vous avez rappelé, est-ce vrai, qu'être français, ce n'est pas une composante de la diversité. C'est ce que vous dites dans votre livre. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce que vous leur avez dit à l'UMP? C'est pas exactement. C'est-à-dire avec l'idée de diversité, on remplace la civilisation française, l'identité nationale, par l'idée qu'au fond, chaque communauté est à part égale une composante de la nation. On oublie l'ascendant culturel que doit évidemment exercer la culture d'accueil sur la culture des nouveaux arrivants. On met tout sur un plan d'égalité. On rend toutes les identités absolument équivalentes. L'assimilation? Et bien entendu, on refuse. On néglige l'assimilation. Non seulement on la néglige, mais on est en train de la refuser, si vous voulez. Nous sommes aujourd'hui soumis à cette espèce de folie des nouveaux paradigmes. Un nouveau paradigme de la différence des sexes avec le genre, et un nouveau paradigme du rapport entre les Français et les immigrés, puisqu'on nous dit que l'assimilation c'est beaucoup trop violent, que c'est et on nous dit même que l'intégration est un concept dangereux, unilatéral, si vous voulez, et qu'il faut le remplacer par le concept d'inclusion, une société inclusive, pas d'assimilation, si vous voulez. Chacun est français au même titre, ce qui, rigoureusement, n'a aucun sens. Quand vous arrivez en France, la France existe avant vous. Et il ne vous est pas demandé de sacrifier vos autres appartenances, il vous est proposé, ce qui est une chance, de vous intégrer à quand même une grande civilisation. Merci, Alain Finkielkraut. L'identité malheureuse, c'est votre dernier livre chez Stock. Merci d'avoir accepté cette invitation.